Bonjour chers internautes et bienvenue dans notre production scientifique qui aujourd'hui prend la forme interrogative comme suit. Gatumba est un territoire congolais ou burundais? Je sais très bien que ce n'est pas la première fois que je te pose cette question, mais malheureusement parfois tes réponses sont fantasmées. Ça veut dire ne se repose pas sur des preuves probantes. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous sommes venus avec une résolution, une réponse qui est adaptée, idoine à des sources probantes que nous avons obtenues dans les parcours de notre recherche, cherchant à savoir si Gatumba est un territoire congolais ou burundais. Avant de prendre des sujets, je vais vous prévenir une chose. Mes chers frères et sœurs, vous devez comprendre que l'histoire, c'est une connaissance indirecte. Ça veut dire qu'elle ne nous permet pas d'accéder aux faits passés. Autrement dit, il y a une muraille, d'ailleurs une muraille pertinente qui sépare l'historien et les faits passés. En revanche, ce sont les sources qui nous y font accéder. Dans cette occurrence, les sources, ce sont celles sur lesquelles un historien doit se soumettre et auquel se conformer. Alors actuellement, je parle de la question frontalière du Congo belge avec les Burundi, donc à ce qui concerne les Gatumba, l'histoire cachée des Gatumba. Je ne vais pas parler de ce qui va plaire à certains pour dérouter ce qui m'a été éclairci par les sources. Je dois être idoine, je dois m'adapter aux sources que j'ai obtenu lors des parcours de ma recherche. Juste vous rappeler que les résultats de ces recherches prennent la première place car nous sommes les premiers à présenter les résultats d'une recherche visant à savoir si Gatumba fut un territoire congolais ou burundais. C'est pourquoi nous vous invitons à ne pas hésiter à vous abonner sur notre chaîne, aussi d'aimer la vidéo, et s'il y a quelque chose de ça ne va pas, des suggestions, des propositions, n'hésitez pas à nous les étaler au sein du commentaire. Cette question frontalière s'est déroulée en Afrique de l'Est, dont la zone frontalière congo-burundaise, au cours de l'année 1967. Pour mieux comprendre cette question frontalière congo-burundaise, il est vraiment crucial et important de retourner vers les années fin 19e siècle. Un moment pendant lequel le Congo est encore sous l'autorité du roi des Belges, le roi Léopold II. Et à ce moment, le Congo est encore connu sous le nom de l'AIA, donc l'Association internationale de l'Afrique. Il faut comprendre que le Congo va prendre ce nom de l'AIA depuis 1876, mais en 1878, les choses changent. Le Congo devient le comité d'études du Haut-Congo. C'est à ce moment que M. Henri Montan Stalley travaille encore au Congo au compte du roi des Belges, Léopold II. Mais ce nom du comité d'études du Haut-Congo ne va pas tarder. Ici bientôt, en 1879, ça change et ça devient l'AIC, donc l'Association internationale du Congo, jusqu'à 1885. Je retourne un peu en arrière, en 1884, vraiment les choses semblent pouvoir évoluer très bien. En novembre 1884, la première fixation de la frontière du Congo avec les Burundi est effectuée de l'autre côté chez les voisins, donc par les chanceliers Otto von Bismarck. Et puis il va déposer une copie au roi Léopold II de la Belgique. Mais jusque-là, les choses ne tiennent même pas, car la fixation faite par Otto von Bismarck est carrément vague. C'est difficile d'en tirer des limites fixes. Il n'y a rien de précision. Pardon monsieur, j'ai une question. Mais vous venez de dire que Otto von Bismarck va élaborer la première fixation. Mais qu'est-ce que Otto von Bismarck a à faire dans cette question frontalière congo-burundaise? Connaissez-vous Otto von Bismarck? Je pense qu'Otto von Bismarck, c'est lui le chancelier d'Allemagne, c'est ça? Alors il faut aussi comprendre qu'à ce moment, les Rwanda et les Burundi forment une colonie allemande. Ça veut dire que c'est géré par Otto von Bismarck. En parallèle, nous voyons de l'autre côté le Congo qui à son tour, à ce moment, est sous l'autorité du roi des Belges. Autrement dit, l'Allemagne fait la frontière avec la Belgique. Donc, Otto von Bismarck est concerné de cette question frontalière congolo-burundaise. Et c'est pourquoi il a vu bon d'effectuer cette fixation.
malgré le fait que la fixation est aussi vague. Merci beaucoup, je comprends. Là, nous sommes en Allemagne. Toutes les puissances mondiales se réunissent dans la capitale de Berlin, chez Otto von Bismarck. Cette assise prendra le nom de la conférence de Berlin de 1884 à 1885. Là, nous sommes le 26 février 1885. C'est la fin de la conférence de Berlin. On en vient. Le Congo est reconnu à l'égard de toutes les puissances mondiales comme une colonie propre à M. Léopold II. Là, il faut comprendre très bien. Il ne s'agit pas de la colonie belge. En revanche, il s'agit de la colonie propre, personnel du roi des Belges, le roi Léopold II. Ça veut dire que le Congo n'est pas sous l'administration belge. Le Congo est à ce moment sous l'administration d'une seule personne, Léopold II. C'est lui qui organise de sa propre volonté. À ce moment, le Congo devient l'EIC, donc l'État indépendant du Congo, comme le premier nom officiel de la République démocratique du Congo. Jusqu'à 1908, là où le Congo change ni les statuts ni les noms. Alors ici, il faut comprendre ceci. À partir de 1908, le Congo change les statuts de quelle manière? N'est plus une colonie propre à Léopold II, mais le Congo devient cette fois-ci une colonie sous l'administration de la Belgique. Ça veut dire que c'est l'administration belge qui dirige cette fois-ci la colonie congolaise. Un an après, c'est la mort du roi Léopold II. Le roi Léopold II meurt, nous sommes là en 1909. Il est remplacé, il est donc succédé par le roi des Belges, Albert Ier, sous le règne duquel la question frontalière entre les Congo belges avec les Rwanda-Urundi semble quand même progresser. En 1910, la question frontalière du Congo belge avec le Rwanda-Urundi, comme je l'avais déjà dit, sous l'avènement du roi Albert Ier, ça semble quand même progresser d'une manière positive. Nous sommes le 14 novembre 1910. La deuxième fixation frontalière du Congo belge avec le Burundi est effectuée. Cette fois-ci, c'est avec précision. Pas comme la fixation qui a été faite par Otto von Bismarck, mais cette fois-ci, c'est précisé par la Convention de Bruxelles du 14 mai 1911. Et des commissions vont signer sur cette convention. Il y aura la commission belge, il y aura aussi la commission allemande. Les membres qui ont signé sur la convention de la fixation de la frontière du Congo belge avec le Burundi, de la part de la Belgique, nous avons Van den Evel, Van Malken et le chancelier Van der Elst. Et pour l'Allemagne, nous avons Eb Meyer, Dan Kelmen et Kat von Isner. Ceci fait partie de la commission allemande envoyée pour signer sur cette fixation de la frontière du Congo belge avec le Rwanda-Urundi. Alors à ce moment, la question reste de savoir, d'après cette convention de la fixation de la frontière du Congo belge avec le Rwanda-Urundi, où était placé Gatumba? Parce que nous savons très bien que Gatumba est à l'est de la rivière Ruzizi. Ça veut dire, si on quitte le Congo vers le Burundi avant d'arriver sur le pont de la rivière Ruzizi, on doit d'abord passer par Gatumba. Autrement dit, Gatumba est à l'ouest de la rivière Ruzizi. Alors, la question est de savoir, d'après la fixation faite par la commission belge et par la commission allemande, où était placé Gatumba? Était placé au Congo ou au Burundi? Pour mieux comprendre cette fixation, nous devons d'abord expliquer un mot qui est purement géographique. Nous savons que beaucoup de gens n'ont pas de notion de géographie, c'est pourquoi nous devons aussi en faire des préventions, afin que tout le monde parvienne à bien comprendre cette histoire. Nous allons parler de Talueg. Talueg signifie la ligne médiane, ça veut dire le millier. Alors comme on va parler de la rivière Ruzizi, ça veut dire qu'il s'agira du milieu de la rivière Ruzizi ou bien de la ligne médiane de la rivière Ruzizi. Ça veut dire la partie du milieu.
Vraiment, ce sujet, je vais m'y abstenir. En revanche, je vais laisser les sources elles-mêmes qu'elles puissent en parler. Selon la Convention du 4 mai 1910, composée de la Commission allemande et la Commission belge, au niveau du lac Tanganyika, la frontière du Congo belge avec les Burundi suivait la ligne médiane du lac. Et puis, elle abandonnait la ligne médiane pour s'infléchir et emprunter les talouages de la rivière Ruzizi, les talouages principale occidentale de cette rivière jusqu'au point où elle sort du lac Kivu. Aussi, vous devez comprendre une chose, que ceci ne vient pas de ma tête. Ça vient du livre de M. Dietgen intitulé « Les frontières du Rwanda-Urundi et les régimes internationaux des titelles », publié dans la rue de Livourne à Bruxelles dans l'année 1957. Ce même paragraphe est répété dans le livre de ce même chercheur Dietgen intitulé « Les frontières du Congo belge » sur la page 84. Vraiment, selon moi, il est irrationnel, subjectif, voire même fanatique de contredire ce messier Dietgen au sujet de la question frontalière du Congo belge avec les Burundi. Et c'est là pour des raisons. Premièrement, il a vécu l'histoire. Pendant la colonie belge du Congo, les messieurs vivaient au Congo. Ça veut dire c'est un témoin oculaire en premier lieu. Deuxièmement, dans la colonie belge, il avait des titres, des postes qui lui permettaient d'accéder aux archives frontalières du Congo belge avec le Rwanda-Urundi. Notamment, il fit le directeur général honoraire du ministère des colonies, il fit l'auditeur du conseil colonial, il fit aussi le membre de l'Académie royale de sciences coloniales. Et sur la page 155 de son livre intitulé « Les frontières du Rwanda-Urundi », il explique très bien par carte les frontières du Rwanda-Urundi. Et c'est par cette carte que nous allons élucider l'explication précédente. Et pour mieux élucider ceci, il va nous falloir au moins projeter la carte au niveau de l'écran pourvu que tout le monde puisse observez lui seul la carte coloniale belge du Rwanda-Urundi. Et par cette carte, on va mieux expliquer où se trouvait Gatumba. Où se trouvait Gatumba sur cette carte? Est-ce que Gatumba s'est retrouvé sur la partie congolaise ou sur la partie burundaise? Alors on commence l'explication. J'espère que vous avez déjà la carte avec vous. Veuillez d'abord vérifier au niveau du lac Tanganyika. Au milieu du lac Tanganyika, il y a une ligne. Alors cette ligne qui fait frontière entre le Burundi et le Congo au niveau du lac Tanganyika. Et puis vous observez de la sortie de la rivière Ruzizi du lac Tanganyika. Vous verrez qu'à ce niveau-là, la rivière Ruzizi ne fait pas frontière du Congo belge avec le Rwanda-Urundi. Par contre, vous allez voir que cette lignée qui faisait frontière au niveau du lac Tanganyika a abandonné la direction vers la rivière Ruzizi pour partir vers le côté occidental, mais c'est par après où cette lignée vient embrasser là-haut la rivière Ruzizi, les talouages occidentales de la rivière Ruzizi. C'est de là que la frontière du Congo belge avec le Rwanda-Urundi suit alors les talouages. Vous voyez, j'espère vous voyez, suit alors les talouages de la rivière Ruzizi. Alors de là jusqu'au point où cette rivière sort du lac Kivu. Donc selon cette carte, vous voyez là où Gatumba reste. Gatumba n'est pas au côté congolais. Veuillez vérifier. N'est pas au côté congolais, c'est une petite partie tout près de la rivière Ruzizi, à l'ouest de la rivière Ruzizi, mais à un endroit où la rivière Ruzizi ne fait pas frontière entre les Congo et les Burundi. En l'occurrence, pour être honnête et probe, Gatumba n'est pas un territoire congolais. En revanche, c'est un territoire burundais. Ça, c'est une carte belge. Alors, à ce niveau, il y a certaines questions auxquelles nous devons apporter des réponses. Nous commençons d'abord la situation en 1914. Qu'est-ce qui se passe au niveau international? C'est la Première Guerre mondiale qui prend la fin en 1918. Nous sommes en 1919, c'est le traité de Versailles.
au sein desquels les grandes puissances mondiales victorieuses de la guerre vont agencer des sanctions contre l'Allemagne. Par conséquent, les grandes puissances mondiales vont ravir toutes les colonies allemandes de l'Afrique, dont des colonies, notamment les Rwanda et les Burundi, sont données à la Belgique. Le traité de Versailles est une conférence de paix du 28 juin 1919 dans laquelle les puissances victorieuses, notamment les États-Unis, l'Angleterre, la France, invitent des représentants des territoires du monde entier, mais n'invitent seulement pas aucun responsable des États vaincus. Sur l'article 231, la Triple Alliance, donc l'Allemagne et ses alliés, sont déclarés les seuls responsables des dommages de la guerre. Ce principe justifie les sanctions prises contre l'Allemagne, dont celle de lui ravir ses colonies africaines. Mais pourquoi des sanctions contre l'Allemagne? Qu'est-ce que l'Allemagne a-t-elle fait pour que toutes ces sanctions lui soient infligées? Mais messieurs, si je vous réponds à cette question, je vais un peu esquiver les sujets. Vous voyez que c'est important? Et alors, comme vous insistez, je réponds. Alors, quant à votre question, comme je l'avais déjà dit, en 1914, c'est la Première Guerre mondiale. J'espère que vous en êtes bien informés. Alors, dans la Première Guerre mondiale, il y a deux blocs antagonistes qui s'entrefont la guerre. Il y a la Triple Entente composée de la France, l'Angleterre, la Russie. De l'autre côté, nous avons les blocs appelés la Triple Alliance composée de l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Qu'est-ce qui se passe? À la fin de la guerre, la Triple Alliance est bâtie et vaincue par la Triple Entente. Alors, les puissances de la Triple Entente vont faire quoi? Vont chercher à affaiblir les puissances de la Triple Alliance pourvu qu'un autre jour, ces puissances-là ne parviennent plus à causer et à entraîner les mondes dans un conflit international. Mais ça ne va pas tarder parce que nous voyons en 1939, il y a déjà la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans cette guise que les puissances de la Triple Entente comprennent que pour affaiblir l'Allemagne, il faut lui ravir toutes ses colonies de l'Afrique parce que ce sont elles qui lui fortifient d'une manière financière et aussi militaire parce que c'est avec la finance qu'on garantit et qu'on nourrit l'armée. Alors nous sommes en Afrique. Ne pensez pas que l'Allemagne est la seule victime. Ce n'est pas le cas. Seulement, l'Allemagne se retrouve seule à avoir des colonies au sein de l'Afrique. C'est pourquoi c'est elle qui ravit ces colonies. On ne peut pas ravir à l'Italie ou à l'Autriche-Hongrie pendant que ces deux pays n'ont pas de colonies au sein de l'Afrique. C'est pourquoi nous parlons de l'Allemagne être ravie ces colonies au sein de l'Afrique. En bon, toutes les deux colonies sont-elles données à la Belgique? Mais pourquoi la Belgique? Qu'est-ce que la Belgique a-t-elle fait pour que toutes ces colonies lui soient données? Je vous aime parce que vous posez des questions qui sont aussi indispensables dans cette histoire. Pourquoi on donne ces deux colonies à la Belgique? Vous savez qu'avec le roi Albert Ier, il a beaucoup travaillé au compte des Français. Lors de la Première Guerre mondiale, il a combattu, il a fait la guerre au compte français. Ça veut dire on lui donne ces colonies, se donne la guise des récompenses. Il faut noter qu'à ce moment, l'armée nationale du Congo est appelée la FP, donc la force publique dans laquelle il y a déjà des officiers d'origine congolaise, donc des Noirs, qui viennent franchement de la Deuxième Guerre mondiale. J'espère que vous êtes bien informés qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y a certains Noirs qui étaient amenés en Europe pour combattre au compte de la Belgique. Alors ces gens-là viennent franchement de la Deuxième Guerre mondiale, on commence à leur donner des postes. C'est ainsi que certaines sources vont affirmer qu'au cours de ces années, un camp militaire serait installé à Gatumba, dont le colonel sera appelé Tumba. Cependant, il y a des Burundais, des éleveurs qui quittent les Burundi vers ces milliers déjà sous contrôle du colonel Tumba pour y pratiquer les pâtirages. Ça veut dire les Burundais partent là-bas pour paître leurs bestiaux. Beaucoup de Burundais vont commencer à employer ces mots. Nous partons paître nos bestiaux au camp de Tumba. Et les autres parlaient au camp du colonel Tumba. Et les autres disaient du camp Tumba. D'après ces sources, elles affirment que c'est de là qu'est venu le nom du camp Tumba qui aujourd'hui est déjà converti, selon ces sources, en Gatumba.
La première question, mais pourquoi beaucoup d'EVA, surtout de témoins oculaires qui ont vécu pendant les années 1960, 1970, des fois affirment-ils que pendant un temps dans l'histoire, la partie burundaise et Gatumba était un territoire congolais. Mais pourquoi affirment-ils cela? Qu'est-ce qui les pousse, qu'est-ce qui les impulse, qu'est-ce qui les motive d'affirmer de tels propos? Quant à cette question, il faut comprendre une chose, que lors de la colonie belge, les bureaux des douanes qui séparaient les Congo belges avec les Rwanda-Burundi au niveau du Congo et les Burundi s'est retrouvé aux environs de l'actuel pont des Ruzizi, tout près de Gatumba. Et à ce moment-là, les services douaniers congolais étaient encore appelés CGF pour dire les corps des gardes frontalières. Et c'est pourquoi il faut comprendre qu'à ce moment-là, d'ailleurs depuis 1919, les Congo, les Rwandais et les Burundi forment une seule colonie, la colonie belge administrée par les Belges. Ça veut dire que c'est la Belgique qui conduit tous ces trois pays. Ça veut dire à ce moment-là, la Belgique a la possibilité de placer partout là où elle veut les bureaux des douanes. Et c'est pourquoi pour mieux comprendre si Gatumba est un territoire congolais ou un territoire burundais, il faut se fier à des sources, à la carte belge, selon la carte de la colonie belge où s'est trouvé Gatumba. Gatumba s'est retrouvé sur la partie congolaise ou sur la partie burundaise. Mais d'après Jet Gen, qui à ce moment-là fut le directeur général honoraire du ministère des colonies, il affirme très bien que Gatumba c'était une partie qui s'est retrouvée aux côtés burundais. Alors il est aussi important de savoir comment il y avait eu les déplacements des bureaux des douanes du Congo, car les bureaux des douanes congolaises s'est retrouvés aux environs de l'actuel pont des Ruzizi. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que les bureaux des douanes aujourd'hui se retrouvent au niveau où ils se retrouvent aujourd'hui? Le 30 juin 1960, le Congo accède à l'indépendance. Cependant, au niveau de la frontière burundo-congolaise, la fixation des douanes reste toujours maintenue au niveau du pont Ruzizi. Donc, bureau des douanes congolaises installé à l'ouest du pont Ruzizi et en parallèle de cela, le bureau des douanes burundaises est installé à l'est du pont Ruzizi. En 1961, il y a un problème. Le problème est carrément climatique. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, je peux dire que l'histoire se répète. Il y a une grande pluie qui s'abat à Uvira jusqu'au Burundi. Cette pluie va provoquer des inondations de plusieurs rivières, dont la rivière des Ruzizi. Il faut noter que l'année 1961, c'est une année de drame d'inondation sur les plans international. En début mai 1961, le Canada est frappé par l'inondation, suivi par la France, le Pakistan, le Congo, où les eaux du fleuve Congo vont gonfler et emporter plus de 200 vies humaines. Quant au lac Tanganyika, ces eaux vont monter à 4 mètres, donc vont quitter de 773,5 mètres aux 778 mètres selon Eric Genevel. Mais d'après certaines sources, il s'agissait du fait que la rivière Kuga avait débouché jusque dans la mesure où le lac Tanganyika avait manqué les points de sortie. Ceci fera de sorte que les eaux du lac Tanganyika commencent à faire retour vers la rivière Ruzizi. Ceci provoque une très grande inondation de la rivière Ruzizi. Les eaux de la rivière Ruzizi s'intensifient. Ça gonfle, jusque même à ravager par ces eaux, premièrement, les bureaux des douanes des Congolais qui s'est retrouvé à côté du pont Ruzizi. Les douaniers congolais vont s'efforcer à recanaliser l'eau, à faire de sorte qu'ils puissent sauver les bureaux, mais ça ne va pas tenir, jusqu'à ce que les douaniers congolais vont jeter l'éponge. Les douaniers congolais cette fois-ci sont contraints de replier en arrière jusqu'à Kiromoni. Mais jusque-là, les choses ne tiennent toujours pas. Qu'est-ce qui va se passer? Une petite île qui se retrouve à Kiromoni prend à son tour l'action. Ces eaux vont aussi attaquer les bureaux des douanes qui sont déjà installés là à Kiromoni jusqu'à ce que les bureaux et les douaniers sont cette fois-ci contraints de replier jusqu'à Kavimvira, où le bureau des douanes va s'installer durant 2 ans, de 1962 à 1963. Quelques mois après, les eaux
commencent à regagner petit à petit leurs places respectives. Mais quand tu as la douane congolaise, vraiment les douaniers en perdent. C'est pourquoi le bureau des douanes ne va pas regagner sa place d'origine. Donc ne va plus retourner sur les ponts de la rivière Ruzizi. Pourquoi les douaniers à ce temps ont peur que les eaux de la rivière Ruzizi ne puissent plus leur porter atteinte. De ce fait, les bureaux vont alors s'installer là à Kiromoni, où se trouvent actuellement les bureaux de la DGDA. Cependant, les Burundais et les éleveurs ne cessent pas cette habitude de partir paître leurs animaux, leurs bestiaux à l'endroit déjà abandonné par les douaniers congolais suite au fait qu'il y a eu une très grande inondation de la part de la rivière Ruzizi. C'est ainsi que les bureaux des douanes burundaises quittent les Burundi pour se déplacer et prendre la partie congolaise. Parce que les bureaux vont alors quitter les Kadiaga pour traverser les ponts et s'installer vers l'ouest de la rivière Ruzizi. Mais les bureaux ne s'arrêtent pas par là, mais ça continue d'avancer jusqu'à l'endroit où se trouvent aujourd'hui ces bureaux des douanes burundaises. Mais il y a aussi un autre interrogatif. À ce moment-là, le président Mobutu pouvait revendiquer cette partie car malgré le fait que cette partie appartenait originairement au Burundi, mais quand même pendant un temps semblait être un territoire congolais car les bureaux des douanes se retrouvaient à l'actuel pont des Ruzizi. De ce fait, il y avait la possibilité, avec la pertinence politique de M. Mobutu, pouvait revendiquer cette partie burundaise à devenir une partie congolaise. Mais pourquoi Mobutu en avait fait la sourde oreille, comme si de rien n'était? Alors, on va expliquer. Il y a des raisons. Et à ce niveau, je vais me dimensionner au niveau conjonctural, au niveau hypothétique. La première raison, elle est géographique. Pourquoi? Parce que là où se trouve le président Mobutu et là où se déroule l'affaire, il y a vraiment une très grande différence. À ce moment, Mobutu est à Kinshasa pendant que l'affaire se déroule à Gatumba. Vraiment, il y a une très grande distance. Aussi, vous savez qu'à ce moment-là, on n'avait encore pas si qu'à Gatumba, il y a les gisements miniers du pétrole, donc ça n'était pas encore connu. Ça veut dire à ce moment, si on comprend très bien que non, à Gatumba, il n'y a pas de minéraux, il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle on parle que la première raison est peut-être géographique. Et la deuxième raison est amicale. Vous savez qu'il y avait un lien immuable entre les présidents de l'époque de la RDC et les présidents du Burundi, Micombero. L'ancien président congolais et les présidents burundais, donc Mobutu et Micombero, étaient des amis compatibles, donc ils collaboraient compatiblement en commun. C'est pourquoi une fois Micombero au pouvoir en 1966, il va répatrier par force les ennemis de Mobutu, des rebelles mlélistes Maï Maï au Congo. Les échappés vont prendre la poudre d'escarmouche vers la Tanzanie. Cette amitié a pris le début lorsque les Tutsis congolais, lors de la rébellion mléliste, avaient fait le contraire de ce qui était appliqué par tant de jeunes congolais qui, de leur côté, adhéraient dans la rébellion dans le but de venger la mort de leur premier ministre. Mais les Tutsis en faisaient le contraire. Avec leur groupe d'autodéfense à Baguérier, avaient fini par conclure une coalition avec l'armée nationale en 1963. Et comme Micombero, il est Tutsi, ceci va renforcer les liens entre ces deux personnalités présidentielles. Et c'est pourquoi Mobutu, en 1966, il nomme un Tutsi, Bisengimana Rwema, à la place du directeur des cabinets. D'ailleurs, suite à l'intensification amicale entre Mobutu et son homologue, parvient en début janvier 1970 à baptiser les noms de l'aéroport de Bukavu, les noms de Micombero. Les deux présidents ont par après assisté à la grande messe à la cathédrale de Bukavu, présidée par l'évêque Messier Molindois.
Merci beaucoup de nous avoir suivis du début à la fin. Et comme c'est le cas pour vous, il se peut que vous en avez été intéressé. Alors, dans le but de nous soutenir dans les recherches que nous sommes en train de fournir, dans le but de progresser la science, dans les domaines de l'histoire, vraiment, veuillez ne pas oublier, veuillez ne pas hésiter d'appuyer sur abonner et d'activer la cloche, parce que cela aussi va nous encourager, nous impulser dans nos recherches, et cela aussi fera de sorte que vous ne soyez pas en retard et de toutes nos productions scientifiques à l'égard de l'histoire. Merci.